Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième série de deux vidéos. Aujourd'hui nous allons parler du XVIIIe siècle, les Lumières bien sûr, mais également les révolutions. Alors c'est une séance particulière pour moi puisque réussir à synthétiser en 2 fois 20 minutes un siècle entier en parlant à la fois de faits politiques, de théories politiques et géopolitiques, c'est une véritable torture. Donc j'ai dû faire des choix terribles, effacer beaucoup de choses et ne garder que quelques petites pépites. Mais encore une fois, hein, l'objectif c'est de vous donner envie d'aller creuser par vous-même, d'aller voir d'autres vidéos, d'aller lire d'autres ouvrages par vous-même et de vous donner très rapidement une petite synthèse de ce que moi j'ai choisi en tout cas pour faire ces deux petites vidéos. Alors la première chose c'est que au moment de donner ce cours, le matin même, il y avait un article de Timothy Tackett qui était plutôt un entretien avec Timothy Tackett qui était publié dans Le Monde.fr. Et Timothy Tackett, c'est un des spécialistes de la Révolution française du XVIIIe siècle. Et là, je lis avec vous, parle de la France. C'est par son soft power, sa culture et ses valeurs fondamentales que la France est devenue un pôle d'attraction. Sous Incipit, les capacités d'influence de la France dans le domaine de la culture, des arts, de la gastronomie et de la mode lui offrent une place de poids, insiste l'historien américain dans une tribune au Monde. Alors deux réactions face à ce petit carré de mots. Tout d'abord, tous ces éléments viennent du XVIIIe siècle, de la période dont on va parler maintenant. La France a été une grande puissance et une très grande puissance mondiale au XVIIIe siècle, et ensuite elle devient une puissance secondaire, dirons-nous, et elle est toujours en train de courir après la puissance qu'elle avait, le rang qui était le sien au XVIIIe siècle. Et on voit que tous ces éléments que Tackett reprend, c'est ce qu'on pourrait dire de la puissance molle ou de la puissance de soft power, c'est-à-dire, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la puissance industrielle, ce n'est pas la puissance militaire. Non, aujourd'hui, ce qui reste à la France, ce sont ces éléments-là. Et on va voir ensemble, en fait, comment on peut expliquer dès le XVIIIe siècle les raisons de ce déclin français, puisque le XVIIIe est considéré comme le grand siècle, le siècle français, celui où la culture française rayonne absolument, les philosophes français rayonnent également, mais aussi où la France est un acteur majeur de l'évolution géopolitique mondiale. Alors, je vais essayer de reprendre la main. Donc on va voir aujourd'hui en première 20 minutes les Lumières en très très rapidement. On va voir seulement trois auteurs, Montesquieu, Rousseau et Sieyès. Sieyès c'est un peu tardif, je l'ai rajouté parce qu'il a une importance particulière pour la Révolution française et que lui-même s'appuie sur les travaux de Montesquieu et de Rousseau, donc il y a une bonne continuité. Et puis ensuite on verra les trois révolutions, anglaise, américaine et française, avec aussi un petit encart sur la guerre de 7 ans, puisque c'est un élément fondamental pour comprendre l'évolution de ce siècle-là. D'abord Montesquieu. Montesquieu, c'est un aristocrate. C'est quelqu'un qui a les possibilités matérielles de travailler tranquillement chez lui. Et donc, c'est une œuvre très personnelle, très individuelle, même s'il a des échanges épistolaires et qu'il rencontre énormément d'acteurs de l'époque. C'est quelqu'un qui va produire une pensée très cohérente et très séduisante. Il écrit des petits paragraphes, il écrit des aphorismes le plus souvent, ce n'est pas quelqu'un qui va écrire des longs traités, il a eu, comme vous le savez sans doute, énormément de succès. Et beaucoup d'influence à la fois sur la Révolution américaine et la Révolution française. Son ouvrage principal, c'est L'Esprit des lois, publié en 1748. Et dans cet ouvrage, l'un des éléments qu'on peut retenir, c'est cette division que Montesquieu fait entre république, monarchie et despotisme. Pour la République, en fait, il pense à l'Angleterre, même si c'est une monarchie, dans les faits, à la fois au plan normatif et au plan des droits individuels, on est plutôt dans un système républicain avec une égalité des droits et un système parlementaire. Et Montesquieu en est le témoin et il le décrit avec ce système avec beaucoup de détails. Et c'est cette description par Montesquieu du système anglais qui va avoir une influence très grande sur toutes les Lumières et par la suite sur les révolutions américaines et françaises. Donc que dit Montesquieu? Dans le système républicain, le peuple détient le pouvoir souverain, mais ça peut être soit une démocratie, soit une aristocratie. Quand le peuple détient, c'est une démocratie. Quand l'aristocratie détient, c'est toujours une république, mais on va être dans une aristocratie. Une petite partie simplement du peuple détient cette souveraineté. Le principe, l'esprit de la République pour Montesquieu, c'est la vertu.
Et qu'est-ce que la vertu selon Montesquieu? Au plan politique, c'est l'amour de la patrie et de l'égalité. C'est-à-dire il faut aimer l'égalité. Alors on voit, il y a un petit peu paradoxe, c'est un petit peu paradoxal, on peut avoir une république aristocratique, mais qui va tout de même avoir l'amour de l'égalité et l'amour de la patrie. Il faut des personnes prêtes à vouloir défendre la patrie, et donc on a une armée faite de citoyens en général. Ensuite on a la monarchie. Là, il pense à la monarchie française, dans laquelle il vit, dans laquelle un seul gouverne par des lois fixes et établies, et la monarchie également, la souveraineté va être contenue dans la personne du monarque. Là, l'esprit de la monarchie, le principe de la monarchie, c'est l'honneur, et chacun cherche à accumuler pour soi et sa famille le maximum d'honneur possible, que ce soit le plus souvent par les activités militaires ou par le service de l'État. Ça commence à monter au moment de Montesquieu, le fait de servir le roi autrement que de façon militaire devient très important. Ça commence à la fin de Louis XIV, fin XVIIe siècle. Le préjugé de chaque personne à la condition, ça veut dire que l'honneur qui est attaché à chaque personne va lui donner un rang dans la société, et si vous n'avez pas d'honneur, vous n'êtes pas noble, vous n'avez pas d'histoire familiale, vous n'existez pas publiquement et socialement, beaucoup moins en fait que ceux qui en ont. Et enfin, le contre-modèle de ces deux choses, de ces deux modèles républicains et monarchiques, c'est le despotisme. Dans le despotisme, là aussi, un seul gouverne, mais il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles claires, et le principe est la crainte, la peur. On fonctionne par la terreur. C'est à ça qu'on reconnaît le despotisme, et c'est une forme d'évoluer à la fois de la monarchie et de la République. Donc Montesquieu met à égalité de dignité le système républicain à l'anglaise, parlementaire, et le système monarchique français. Et pour lui, les deux ont des aspects positifs et négatifs, mais surtout, il ne faut pas tomber dans le despotisme, et ça, c'est un terme qui va avoir énormément de succès au XVIIIe siècle et pendant les Lumières. Le despote, c'est celui qu'il faut absolument abattre. D'autres éléments très très célèbres de Montesquieu, c'est le pouvoir doit arrêter le pouvoir. C'est-à-dire que dans le système anglais, mais on pourrait également argumenter sur quelques éléments de la monarchie française qui aussi voient des éléments de pouvoir qui s'arrêtent l'un l'autre, il faut un équilibre de ces pouvoirs entre eux. L'objectif de l'État, et là on retombe sur ce qu'on avait dit la dernière fois avec Hobbes, c'est la sûreté, la sécurité des citoyens. Mais avec le mot sûreté, en fait, Montesquieu veut aussi dire qu'il faut protéger les sujets et les citoyens contre l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que l'État, le pouvoir, le gouvernant peut avoir tendance, et chez Montesquieu a toujours tendance, à chercher à abuser de ce pouvoir. Donc il faut organiser des institutions pour contrer cette tendance à abuser du pouvoir. Donc une citation de Montesquieu, « Tout homme a du pouvoir est porté à en abuser ». On est sur une sorte de pessimisme moral, exactement comme Machiavel d'ailleurs. Il ne faut pas partir du principe que les gouvernants font le bien ou qu'ils vont rester protéger ceux qui doivent protéger. Non, en général, ils vont partir tout de suite sur des éléments négatifs. Alors comment est-ce qu'on fait ça pour empêcher? Eh bien, le pouvoir arrête le pouvoir, c'est-à-dire qu'on va comprendre le pouvoir de l'État selon trois axes. L'axe exécutif, l'axe législatif et l'axe judiciaire. Attention, ce ne sont pas des séparations. Je sais que c'est un terme qu'on utilise souvent, mais contre lequel à chaque fois il faut lutter un petit peu. Pourquoi ce n'est pas une séparation? Parce que si on y réfléchit, l'exécutif fait les lois. En France, par exemple, 80% des lois sont des projets de loi, c'est-à-dire qu'ils émanent du gouvernement. Et c'est vrai dans tous les systèmes représentatifs. Quand vous avez une victoire d'un parti politique dans les élections exécutives, que ce soit pour une présidence ou que ce soit l'émanation du Parlement, eh bien ces personnes sont de l'exécutif, bien sûr, mais ils ne font pas qu'exécuter les lois. En fait, ils produisent de la norme, ils produisent les lois. Ils les coproduisent avec une chambre parlementaire, c'est-à-dire avec le pouvoir législatif. En France, on a l'Assemblée nationale et le Sénat, qui également font la loi, mais de concert avec le gouvernement. Pareil en Angleterre. En Angleterre, l'exécutif est une émanation de la majorité parlementaire à la Chambre des communes. Et là aussi, le gouvernement va proposer des lois et la Chambre va les voter. On n'a pas une séparation des pouvoirs, on a bien un co-travail de pouvoir avec l'impulsion politique de l'exécutif pour certaines lois et le contrôle par le législatif, puis le vote par le législatif qui valide le travail de l'exécutif.
Selon Montesquieu, il n'y a pas de régime politique idéal et universel qui pourrait s'imposer partout et à tous les peuples. Il a une forme d'essentialisme, c'est-à-dire qu'il va attribuer à chaque peuple une sorte d'esprit, une nature, une identité, et donc il faut que les lois et les institutions correspondent à cette identité. Et donc aux Français, selon lui, correspond très bien la monarchie, et aux Anglais correspond très bien ce nouveau type de régime qui est un système parlementaire avec une égalité des droits entre tous. Rousseau. Alors Rousseau c'est la star. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il va être le premier, selon certains chercheurs, à vivre en fait le star system, comme on pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire on le reconnaît dans la rue, Rousseau, on lui court après, on veut le toucher, il génère des émeutes, complètement, parce qu'il est un auteur avec énormément de succès et on connaît son visage, donc on peut le reconnaître. Et c'est le premier à faire face à cette position très particulière en société où on n'a plus d'intimité, on n'a plus de vie privée en fait. Et ça va beaucoup le toucher, beaucoup le remuer. Donc c'est un intellectuel genevois, il n'est pas du tout aristocrate comme Montesquieu, il a commencé assez pauvre en fait, et il va raconter tout ça dans un livre très connu qui s'appelle Les Confessions. Donc il écrit de la littérature, il n'écrit pas que de la philosophie, et tiens, je viens de marquer une petite faute, il y a le discours bien sûr sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes, pas le discours. C'est son premier texte, très célèbre. C'est un concours en fait qui est organisé, et ça c'est le sujet. Et lui il va écrire son texte qui va devenir le premier texte majeur de Rousseau en politique. Et son deuxième texte le plus connu, c'est Du contrat social. Donc comme Hobbes, il considère que les institutions n'existent que parce qu'il y a une sorte de contrat passé entre les sujets et ceux qui sont les gouvernants et les gouvernés. Et donc les confessions dont j'ai parlé, ça s'est publié à titre posthume, parce que Rousseau va casser les codes à un point qui encore aujourd'hui est extrêmement moderne. Il va tout raconter, il va se mettre complètement à nu, et donc on va avoir des passages sur la sexualité, des passages sur des éléments très intimes qui vont beaucoup choquer les contemporains et les fasciner à la fois. Et donc il va faire par l'autoportrait, l'auto-écriture, quelque chose qui va véritablement transformer la littérature, on peut le dire à ce point-là. Alors chez Rousseau, on a un renversement total, c'est-à-dire qu'il ne va pas considérer comme Hobbes que les individus, les personnes vont s'affronter naturellement parce qu'elles ont chacun leur intérêt. Non, selon Rousseau, les humains sont naturellement bons et libres. C'est-à-dire qu'avant de rentrer en société, l'homme est né libre et partout il est dans les fers, ça c'est dans le contrat social. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes pris dans les éléments sociaux et institutionnels, par la propriété privée, par le pouvoir, que nous allons avoir notre nature positive transformée. Donc on est beaucoup plus proche d'un fond assez chrétien, en fait, dans la doctrine chrétienne aussi, il y a une forme de bonté naturelle de l'homme, et on retrouve ça un petit peu chez Rousseau également. Alors les maux et les remèdes chez Rousseau, c'est-à-dire comme on entre dans la société, c'est le début des problèmes pour tout le monde. Et le premier problème selon lui, c'est l'invention de la propriété privée. Donc là, on a un auteur qui, pour une des premières fois à mon avis, mais j'imagine qu'il y en a certains que je ne connais pas, qui attaque bien en tête la propriété privée comme le fondement de la discorde sociale et de la souffrance. Selon lui, ça conduit à la vanité, tiens, encore un élément chrétien, au plaisir de posséder, qui n'est pas un mauvais plaisir selon Rousseau, et à montrer qu'on possède. Donc ça c'est vraiment, ça va entraîner des inégalités, des injustices, et selon lui, il n'y a absolument rien qui nécessite ces besoins artificiels. Alors, sa solution, c'est d'organiser l'État qui doit correspondre à ce qu'il appelle la volonté générale. Et là, j'attire votre attention sur le fait que c'est un concept extrêmement complexe, difficile à comprendre, même après avoir beaucoup lu Rousseau. J'ai vu des spécialistes de Rousseau vraiment s'échiner à essayer de l'expliquer simplement, parce que ce n'est pas simple du tout. Donc qu'est-ce que c'est la volonté générale chez Rousseau? D'abord, c'est le seul fondement légitime du pouvoir. Il faut réaliser cette volonté générale, sinon vous ne la réalisez pas, ce n'est pas un État légitime. Et si vous réalisez cette volonté générale, alors vous réalisez le contrat social. Et qu'est-ce que le contrat social selon Rousseau? Le pacte social, c'est dans lequel chaque citoyen va aliéner ses droits naturels à l'ensemble de la communauté pour gagner les libertés civiles. Là, on est très très proche de Hobbes, tout de même, sur cet abandon de chaque individu, de chaque citoyen, et en collectivité, on va gagner quelque chose. La somme des parties, l'ensemble dépasse bien la somme des parties, même d'un point de vue théorique ici. La volonté générale serait infaillible et souveraine, un peu comme le pape, j'ai envie d'être mesquin,
Pourquoi? Parce qu'elle viserait toujours l'intérêt commun. Alors, il faut imaginer que on ne peut pas la décrire avant qu'elle se réalise. C'est d'une certaine façon a posteriori qu'on se rend compte que cette volonté générale a été réalisée ou non après la délibération des gouvernants et des législateurs pour la réaliser. Il faut que la délibération ait lieu et que chacun ait en vision, en objectif, la réalisation de cette volonté générale. Selon Rousseau, il doit vraiment y avoir un travail du législateur pour nullifier l'intérêt individuel, l'intérêt des partis politiques ou l'intérêt des groupes sociaux. Il faut vraiment dépasser tout ça pour que les législateurs assemblés créent une loi, créent des normes qui vont véritablement chercher l'intérêt commun, qui n'est pas l'intérêt de chacun ni l'intérêt de tous agglomérés. C'est assez compliqué. La volonté générale, c'est très important, ce n'est pas le fait majoritaire. Ce n'est pas la majorité des personnes qui sont d'accord et qui doivent donc mettre en minorité des personnes. Il faut que tout le monde s'y retrouve d'une certaine façon. On pourrait imaginer très très bien d'ailleurs des majorités qui se font et qui vont discriminer ou attaquer des minorités. Et donc à la fin, on n'a pas quelque chose qui défend l'intérêt commun, mais plutôt l'intérêt d'une majorité. Donc la volonté générale, c'est pas du tout le fait majoritaire. Il doit y avoir délibération, cette délibération doit arriver aux intérêts communs. C'est pas très clair comment on y arrive effectivement. Et une fois que l'intérêt public est bien défendu, alors on a bien eu la volonté générale, on l'a bien compris. Et c'est ce qui est bon et juste pour le corps politique dans son ensemble. Si j'ai envie d'exprimer, de tenter un exemple contemporain, si on a des lois qui réussissent à la fois à protéger l'intérêt des personnes vivantes, à protéger l'intérêt des personnes qui vont à venir, par exemple des lois écologiques qui vont protéger et réaliser cette protection, mais sans complètement détruire le mode de vie des personnes qui vivent, on pourrait dire que ce sont des lois qui, si elles réussissent, qui ont réussi à être la volonté générale et à défendre les intérêts de tous, même des générations qui ne sont pas à venir. Vous voyez comme ce serait difficile. Citation, la souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté ne se représente point. Donc là, on a un passage où Rousseau critique l'idée que le système représentatif pourrait représenter la souveraineté. Lui, c'est impossible. La souveraineté, elle est dans le corps des citoyens dans leur ensemble, elle est dans le peuple entier, et donc elle ne se représente pas. Elle peut se manifester, mais elle n'est pas transmise, elle n'est pas transférée. Et il fait cette égalité entre souveraineté et volonté générale. Et là, ça devient compliqué, puisqu'on avait vu ensemble avec Bodin que la souveraineté, c'était ce summa potestas, c'est cette capacité d'être le dirigeant ou l'entité qui donne la norme à tout le territoire, à toute la population. Et bien maintenant, on comprend que c'est la volonté générale, en fait, dans l'esprit de Rousseau, qui doit être à la source de cette souveraineté, voire être cette souveraineté. Donc, assez complexe. On passe à Sieyès. Sieyès, lui, c'est l'abbé révolutionnaire, c'est un des élus du clergé pour les États généraux à la fin de l'Ancien Régime en France. Et il est également très rapidement un auteur à succès de pamphlets et un orateur extrêmement écouté. Et il va être un petit peu le dirigeant du tiers-État en révolte contre le roi et les deux autres ordres au moment de la proclamation de l'Assemblée nationale. Il est représenté dans le célèbre tableau qui représente le serment du jeu de paume. C'est le personnage habillé justement en abbé. Et il a plusieurs choses qui vont nous intéresser dans ses écrits. D'abord, selon lui, la seule légitimité de l'État, c'est servir la nation, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Mais chez lui, c'est le tiers-État, la nation, puisque le tiers-État peut devenir nation sans se séparant des deux autres, il est complètement autonome. Donc c'est le penseur du tiers-État, c'est le penseur de la Révolution en acte. Et qu'est-ce qu'est la nation selon lui? C'est le corps des citoyens vivant sur une loi commune. Donc on ne rentre pas dans une définition très précise, mais c'est une définition de type normatif. Si vous vivez sous une norme commune, alors vous faites groupe commun. Vous avez des intérêts communs, vous avez une vie commune. Là, on retrouve une proximité aussi avec Rousseau, c'est d'une certaine façon la volonté générale, c'est-à-dire que si l'État sert effectivement toute la nation, et pas seulement la majorité d'entre elles, alors effectivement il y a une certaine proximité. Sieyès va être important pour la suite parce qu'il fait cette distinction entre pouvoir constituant au singulier et les pouvoirs constitués au pluriel. Qu'est-ce que ça signifie? Le pouvoir constituant, c'est le peuple, c'est le souverain. C'est un pouvoir originaire, c'est-à-dire qu'il est à l'origine de tous les autres pouvoirs et il est illimité.
il ne peut pas être condensé, il ne peut pas être limité dans sa volonté ou ses désirs, et il appartient à la seule nation, et il est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne se manifeste pas tout le temps, c'est celui qui va donner, être à l'origine du pouvoir. Par exemple, si on interprète selon la Ve République en France, aujourd'hui, le peuple est bien le constituant, c'est lui qui vote la Constitution, et c'est lui qu'on va donner la parole pour être on va dire, la parole normative la plus forte, que ce soit pour élire le président de la République au suffrage majoritaire, au suffrage universel direct, ou pour voter lors de référendums. On dit que le pouvoir, la souveraineté, le pouvoir constituant s'exprime lorsque tout le peuple est apté à voter. Donc Sieyès va avoir un impact, une influence sur toute la pensée républicaine française durant plus de 2 siècles. Les pouvoirs constitués, ce sont les pouvoirs établis, ce sont les institutions qui sont décrits et limités par la Constitution. Et vous voyez cette construction extrêmement contemporaine, la Constitution, texte central, qui émane du pouvoir constituant, qui ensuite organise les pouvoirs constitués et auxquels on va pouvoir se référer. Là, Sieyès, il est complètement validé par l'ensemble des travaux institutionnels à partir de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va avoir effectivement cet état de droit qu'on va définir par la norme première, la norme majeure qui est la Constitution, et qui ensuite définit les institutions derrière. Sieyès a également beaucoup d'influence pour la rédaction des droits de l'homme. Et pour ce qu'on appelle le système représentatif. Et le système représentatif, je n'insisterai jamais assez, au XVIIIe siècle en tout cas, ce n'est pas la démocratie. Il y a véritablement, à la fois chez Rousseau, Sieyès et bien d'autres, une distinction théorique classique très bien faite entre les deux. La démocratie, c'est quand le peuple entier se regroupe, délibère et vote la loi. Et même dans les écrits de Rousseau, qui est pourtant un défenseur de la démocratie, eh bien lorsqu'il en vient à devoir conseiller la Constitution de Pologne ou la Constitution de la Corse, qui sont deux textes assez techniques de Rousseau de type constitutionnaliste, eh bien il propose des systèmes représentatifs. Il propose une monarchie élective pour la Pologne, par exemple, et ensuite un ensemble de systèmes fédéral dans lequel on a différentes chambres, dans lesquelles les citoyens sont représentés. Rousseau ne pense pas du tout que des États de plusieurs millions de personnes, dizaines de millions de personnes, puissent devenir des démocraties. Il y a cette citation célèbre de lui, pour vivre en démocratie, il faudrait que nous soyons tous des dieux. Donc ce n'est pas le cas. Et donc on a besoin en fait d'un système représentatif. Rousseau est suisse, et effectivement en Suisse on a des démocraties locales, et il reconnaît que la démocratie est possible localement. Jusqu'aujourd'hui en Suisse vous avez des villages, des entités politiques dans lesquelles l'ensemble du peuple se réunit pour voter des lois, faire le bilan de l'année et désigner des représentants exécutifs. C'est assez fascinant à voir, et ça a lieu dans quelques villages de Suisse. Mais voilà, en dehors de ces cas très précis dans lesquels effectivement l'ensemble des citoyens se regroupent, discutent et votent la loi eux-mêmes, et bien à part ça, pour les grands systèmes, que ce soit Rousseau ou Sieyès, eh bien ils préfèrent le système représentatif. Dans le système représentatif, la souveraineté nationale est déléguée à des représentants élus. Et là on voit bien que Sieyès et Rousseau ne sont pas tout à fait d'accord. Cette délégation pour Rousseau n'est pas possible. Pour Sieyès, elle est non seulement possible, mais elle est nécessaire, car les représentants vont exercer le pouvoir au nom de la nation, au nom de la souveraineté du peuple. Là encore, on est très proche de ce qu'on voit dans la Ve République contemporaine. La division du travail politique, selon Sieyès, est nécessaire pour l'efficacité du système politique. Mais ça va aussi dans le système économique ou dans tout type de société. On est très proche de ce que va dire par exemple Adam Smith, qui est déjà lu pendant la Révolution française d'ailleurs, et qui est lu par Sieyès. Là aussi, Smith dit que la division du travail, c'est quelque chose de très très bien. Donc chez Sieyès, il y a à peu près l'idée qu'on a des consommateurs du politique et puis des producteurs du politique. Et que cette répartition des tâches est très bien, chacun se spécialise. Sieyès va aussi plus loin, il va théoriser la nécessité de l'existence de ce qu'il appelle une jury constitutionnelle. Qu'est-ce que cette instance? Elle doit vérifier la constitutionnalité des lois et protéger les droits fondamentaux de l'exercice même des pouvoirs constitués. Donc ça, c'est pour empêcher les abus de pouvoir, et c'est pour empêcher la dérive à partir de la Constitution. Eh bien, aux États-Unis, à partir de 1804, on a ça, c'est la Cour suprême, et il faut attendre le XXe siècle en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, et notamment en France, on a ça à partir simplement de la Ve République, avec le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire une institution qui ne fait pas partie de l'exécutif, ne fait pas partie du législatif, est intégrée en général au judiciaire, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, en partie,
et qui va avoir comme travail uniquement de vérifier que la norme ordinaire va bien respecter la norme extraordinaire. Et cette différence entre norme ordinaire, la loi, et la norme extraordinaire, la Constitution, ça c'est très contemporain et c'est extrêmement novateur, et on va le retrouver également chez CIS. Et c'est la fin de la première partie, on se retrouve juste après pour la deuxième partie.